Bonjour et bienvenue chez Biopilates Deep Dive pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'explorer un exercice à la fois subtil, exigeant et passionnant du répertoire Stott Pilates sur Reformer, le Sidearm Preps Sitting en rotation externe. Derrière ce mouvement apparemment simple se cache en réalité toute une intelligence biomécanique de l'épaule, de l'omoplate, du tronc et de la respiration. Ensemble, nous allons regarder de près ce qui se joue dans cet exercice, comprendre les muscles qui travaillent, les compensations à éviter et pourquoi cette préparation est si précieuse dans une pratique sérieuse, fine et consciente du mouvement. Lorsque je l'enseigne, je ne le vois jamais comme un simple mouvement de bras, je le vois comme une étude de précision. Une étude de l'épaule, bien sûr, mais aussi une étude du tronc, de la respiration, de la stabilité, de la manière dont le corps résiste à la compensation. Car ici, le véritable sujet n'est pas seulement de pousser le chariot. Le véritable sujet, c'est de réussir à produire une rotation externe de l'humérus sans perdre ni la qualité de l'axe, ni la stabilité de l'omoplate, ni la neutralité du bassin et de la colonne. La position de départ est déjà en soi un enseignement. Je m'assieds droite, le bassin neutre, la colonne neutre, le regard orienté latéralement. Les jambes sont croisées. La main la plus proche de la barre d'appui tient la sangle. Le haut du bras reste sur le côté, le coude fléchi à 90 degrés, la main devant le torse, paume tournée vers le corps. L'autre main vient se poser sur la hanche. Les omoplates sont stabilisées. Et déjà, à ce stade, tout commence. Car la stabilité scapulaire n'est jamais une rigidité. La méthode rappelle très justement que les omoplates doivent reposer sur la cage thoracique, glisser sur elle, sans se décoller, sans s'écraser, sans crispation excessive. Elles dépendent d'un soutien musculaire dynamique, puisqu'elles n'ont pas d'ancrage osseux direct au thorax. Dans cet exercice, cela veut dire que je cherche une scapula présente, organisée, mais non figée. Une scapula qui offre à l'humérus une base de travail stable. Je commence par inspirer pour préparer. Cette inspiration n'est pas décorative. Elle me permet d'installer la largeur du thorax, la conscience de l'axe, la disponibilité du diaphragme, l'engagement profond du centre. Dans cette approche, la respiration participe à la stabilité du complexe thoraco-lombo-pelvien, notamment grâce à la relation entre diaphragme, transverse et plancher pelvien. Puis, sur l'expiration, je garde l'humérus aussi immobile que possible dans l'espace et j'initie la rotation externe à l'articulation gléno-humérale pour pousser le chariot. C'est là que l'exercice devient passionnant, car si je ne comprends pas ce qu'est une vraie rotation externe de l'épaule, je vais immédiatement tricher. Je vais ouvrir le coude, je vais tirer avec le dos, je vais rétracter l'omoplate de façon excessive, je vais me pencher, je vais tourner le thorax, je vais chercher l'amplitude là où je peux la voler au lieu de la construire là où elle doit naître. La rotation externe gléno-humérale, ici, c'est le mouvement de l'humérus qui pivote latéralement autour de son axe longitudinal. Ce n'est pas la cage thoracique qui tourne, ce n'est pas la scapula qui s'échappe en arrière, ce n'est pas non plus une ouverture du bras dans l'espace. C'est un mouvement fin, précis, presque sobre. Et pourtant, pour qu'il soit propre, il faut une organisation remarquable de tout le reste. Les deux grands acteurs musculaires que je veux mettre en lumière aujourd'hui sont l'infraépineux et le petit rond. L'infraépineux prend son origine dans la fosse infraépineuse de la scapula et se termine sur la facette moyenne du tubercule majeur de l'humérus. Son innervation est assurée par le nerf suprascapulaire, principalement issu des racines C5 à C6. Son action principale est la rotation latérale de l'humérus, mais il joue aussi un rôle essentiel de coaptation, c'est-à-dire de centrage de la tête humérale dans la glène. Il ne se contente donc pas de produire le mouvement. Il protège l'articulation pendant le mouvement. Le petit rond, lui, prend son origine sur la partie supérieure du bord latéral de la scapula et se termine sur la facette inférieure du tubercule majeur de l'humérus.
Il est innervé par le nerf axillaire, également issu surtout de C5 à C6. Il participe lui aussi à la rotation externe, mais également à la stabilité postérieure de l'épaule. Plus discret, plus petit, il n'en est pas moins précieux. Il affine, il soutient, il complète. Il donne au geste sa netteté. Dans la phase active de l'exercice, lorsque j'expire et que je pousse le chariot, ces deux muscles travaillent concentriquement pour entraîner la rotation externe. Puis, lorsque j'inspire et que je reviens à la position de départ, ils travaillent excentriquement pour contrôler le retour du chariot. Et cela change tout. Car l'exercice n'est pas seulement dans l'aller, il est aussi dans la capacité à revenir sans lâcher, sans s'effondrer, sans se faire ramener passivement par le ressort. Le retour est d'ailleurs souvent l'endroit où l'on voit la vérité du contrôle moteur. Beaucoup de personnes réussissent à faire le mouvement. Peu réussissent à le soutenir. Or, en pilates, soutenir est aussi important que produire. Mais je ne peux pas parler de cette rotation externe sans parler du centre. Le texte de l'essence le rappelle très bien. Les transverses de l'abdomen, la paroi pelvienne profonde, les obliques, les multifides et les érecteurs spinaux sont sollicités pour stabiliser le bassin, la région lombo-pelvienne et la colonne neutre, tout en empêchant la rotation et l'inclinaison latérale parasite du tronc. Cette logique est complètement cohérente avec les principes Stott Pilates. Le placement neutre du bassin et l'engagement du centre permettent une meilleure transmission de force et une meilleure gestion des charges. Autrement dit, si mon centre ne travaille pas, mon épaule va surtravailler. Si mon bassin flotte, ma scapula va compenser. Si ma cage thoracique se soulève ou se déplace, la qualité du geste change. Le corps fonctionne toujours en chaîne. Et cet exercice nous rappelle que l'isolement apparent est souvent un raffinement de coordination globale, pas une vraie isolation au sens simpliste du terme. J'aime aussi beaucoup enseigner les modifications de la main, avec la paume vers le haut ou la paume vers le bas, parce qu'elles révèlent à quel point de petites variations changent la ligne de traction, le ressenti, l'organisation neuromusculaire. Une paume plus tournée vers le haut favorise souvent une sensation d'ouverture plus fluide, tandis qu'une paume tournée vers le bas peut augmenter les défis de centrage et la nécessité de stabilité plus fine. Ce ne sont pas de simples détails ergonomiques, ce sont de vraies nuances de travail. Sur le plan pédagogique, cela m'intéresse énormément, car enseigner un nouvel exercice, selon la méthode, suppose de nommer l'exercice, de clarifier la position de départ, de montrer le mouvement, d'expliquer la respiration, puis d'aborder l'anatomie, la biomécanique, les points focaux, les modifications et les erreurs fréquentes. Et justement, cet exercice est idéal pour développer cette intelligence pédagogique. Il oblige à voir, il oblige à observer, il oblige à distinguer une vraie rotation gléno-humérale d'une compensation thoracique ou scapulaire. Les erreurs fréquentes sont très instructives. Je vois souvent des épaules qui montent, un trapèze supérieur qui prend le relais, un coude qui s'écarte, une cage thoracique qui se déplace, ou au contraire une fixation trop forte des omoplates qui rend le mouvement raide et artificiel. Je vois aussi des élèves qui cherchent la performance du chariot plutôt que la qualité de la rotation. Or ici, ce n'est pas la distance du chariot qui m'intéresse le plus, c'est la pureté de l'organisation. Je rappelle souvent que les omoplates n'ont pas à être serrées. Elles ont à être organisées. La cage thoracique n'a pas à être bloquée. Elle a à être placée. Le bassin n'a pas à être tenu de manière militaire. Il a à être neutre et disponible. Et la respiration n'a pas à être forcée. Elle doit soutenir le mouvement avec intelligence. Ce que j'aime profondément dans cet exercice, c'est qu'il relie la rééducation, la performance et la pédagogie. En rééducation, il permet de reconstruire une épaule plus centrée, plus fine, plus stable. En performance, il prépare des gestes où la coiffe des rotateurs doit résister, décélérer, soutenir, transmettre. Et en pédagogie, il apprend à l'œil de l'enseignant à devenir plus exigeant, plus subtil, plus précis.
Il nous rappelle aussi une vérité essentielle. La force de l'épaule ne se mesure pas seulement à ce qu'elle peut déplacer, mais à la qualité avec laquelle elle peut rester centrée tout en bougeant. Et c'est peut-être cela, au fond, la vraie leçon du Side Arm Preps Sitting External Rotation. Ce n'est pas un petit exercice pour les bras. C'est une méditation biomécanique sur la relation entre mobilité et stabilité, sur la relation entre centre et périphérie, sur la relation entre respiration, posture et contrôle moteur. C'est un exercice qui nous oblige à ralentir, à observer, à affiner. Et dans un monde où l'on confond souvent intensité et qualité, je trouve précieux de revenir à cela, à un humérus qui tourne sans dériver, à une scapula qui soutient sans crisper, à un tronc qui stabilise sans voler le mouvement, à une respiration qui accompagne sans parasiter. C'est là, pour moi, que commence le vrai Pilate, dans cette précision, dans cette écoute, dans cette exigence calme. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner ou à le partager afin de le faire connaître.